Comment il marche, ce moteur à eau? Alors c'est par aspiration dans le tuyau d'air. Un kit réacteur à eau qui permet d'économiser 40% de carburant sur la consommation habituelle de ce tracteur. Cet inventeur brésilien a créé dans son garage de Sao Paulo la moto H2O. Le moteur à eau, retenez que c'est une mystification ou au pire une supercherie. L'eau est utilisée dans pas mal de moteurs finalement. Les moteurs à vapeur du 19e siècle, ils utilisaient de l'eau, sauf qu'ils utilisaient aussi du charbon, simplement parce que l'eau n'est pas un carburant. L'eau est une molécule extrêmement stable, et si on veut la décomposer, il faut lui apporter de l'énergie. Donc quand on parle de moteur à eau, c'est de l'eau soit qui sert dans une étape intermédiaire de fonctionnement du moteur, soit c'est de l'eau qu'on a par exemple fait bouillir, et à ce moment-là, elle est très chaude, elle va lâcher de la vapeur. L'eau va se comporter finalement comme un carburant, mais il aura fallu un carburant pour la faire réchauffer au préalable. La molécule H2 n'existe pas à l'état naturel sur Terre, donc l'hydrogène, il faut le fabriquer. Alors effectivement, on revient à partir de l'eau avec de l'électrolyse, on va décomposer en oxygène et en hydrogène la molécule d'eau, on va obtenir de l'hydrogène qui est un carburant, sauf que il faut beaucoup d'énergie pour cela, pas mal d'électricité. On peut arriver à faire fonctionner des véhicules. Sauf que le processus global, il inclut la production d'électricité, et la question que l'on pose, c'est: comment a-t-on obtenu cette production d'électricité? Si on fait tourner une centrale au charbon pour la produire, décomposer la molécule d'eau pour obtenir de l'hydrogène et faire rouler une voiture, le bilan global est catastrophique. Je pense qu'il y en a quand même eu, forcément, j'imagine, on n'était pas là dans les années 20, dans les années 30. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, autour des villes de San Francisco, en Californie, de New York, où en fait il y a des plaintes très sérieuses qui ont été posées par ces villes parce qu'on se rend compte, il y a des documents qui ont fuité sur le fait que les grands pétroliers, dès les années 70, avaient des ingénieurs, des scientifiques internes à chez eux qui alertaient la direction sur le fait que, oulala, la commercialisation en masse des produits pétroliers allait certainement induire un changement climatique. On commence à avoir les preuves que très certainement, ils ont organisé une espèce de contre-science climatique, et c'est plutôt de ce côté-là que le lobby a œuvré. Une fois qu'on a fait des frites, éventuellement plusieurs fois, si on n'a pas carbonisé l'huile, elle est encore apte en tant que carburant, véritablement, sauf qu'il faut l'utiliser dans des moteurs qui sont prévus pour, ou alors dans des moteurs suffisamment gros pour que leur vitesse de combustion soit faible. Mais en tout cas, sur des moteurs, par exemple, diesel d'aujourd'hui, modernes, il ne faut absolument pas faire ça. L'huile de friture est un agrocarburant. Mais une fois qu'elle s'est décomposée et qu'on en a tiré de l'énergie, mais là, on obtient sous forme de déchets à la fois du CO2, de la vapeur d'eau et puis plein de cochonneries qui polluent. Ah non, on n'est pas forcément obligé de mettre de l'essence. On peut mettre d'autres types de carburants, on peut mettre de l'éthanol sous certaines conditions de conception du moteur. L'éthanol aujourd'hui, c'est quelques pourcents en fait du trafic routier. Il y a des pays qui utilisent beaucoup l'éthanol, comme par exemple le Brésil, les États-Unis. Mais regardez, aux États-Unis, l'éthanol, il y a un tiers du maïs américain. Ça sert à faire de l'éthanol. Donc après, la question, c'est ces champs-là, est-ce que le maïs, il serait pas mieux à nourrir, alors peut-être des bêtes, mais à ce moment-là, c'est de l'élevage, ou alors être converti en nourriture pour alimenter des humains. Donc le problème, c'est que si on voulait que 100% des transports routiers soient, on va dire, à l'éthanol, mais en gros, il faut affamer la planète, hein, grosso modo, en utilisant toutes les terres arables. Je me demande même si ça serait même suffisant. L'Europe, par exemple, espérait qu'il y ait à terme, ces dernières années, 10% du carburant lorsque vous vous servez à la station-service qui soit des agrocarburants. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était des agrocarburants de première génération dont le bilan carbone était vraiment très mauvais et que finalement, c'était presque contre-productif. C'est le cas de l'huile de palme, par exemple. Aujourd'hui, l'huile de palme en Europe, il y a presque la moitié qui part dans le biodiesel. Or, l'huile de palme, on sait très bien la déforestation que ça entraîne. Il vaut mieux rouler avec du gazole qu'avec de l'huile de palme. On peut parler de l'huile de genou. L'huile de genou, c'est celle qui sert à marcher, c'est celle qui sert à faire du vélo. Et souvenons-nous par exemple qu'à la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci, à qui on attribue la première automobile, c'était l'époque de l'horlogerie, donc en fait c'était des gros ressorts spirales dans une caisse en bois. Et finalement, recharger ces ressorts à l'époque, comment on faisait? Mais en fait, c'était de l'huile de genou, c'était des humains qui ont retendu les ressorts comme on remonte un ressort de montre. Donc là, on avait vraiment un carburant qui était très écologique, mais l'autonomie d'une telle voiture en bois, c'était que quelques dizaines de mètres.